Tout de suite, votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro du Club de la Presse, le dernier numéro avant la pause estivale en compagnie d'Hervé Boggio. Bonsoir Hervé. Bonsoir Jérôme, bonsoir. Qui représente le Républicain Lorrain. À vos côtés, Claude Bellet. Bonsoir Claude. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Journaliste essayiste le plus sachant de nous tous. François Pelleret en face, France Bleu. Bonsoir le matinalier. tout le monde. Bonsoir. Impeccable. Ouais. Les yeux un peu qui brillent. Un peu cernés. C'est normal. Non, qui brillent. Et Cédric Rouillon, c'est le clan des radios là, de ce côté-là, RCF Jéricho Moselle. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. On passe sans plus tarder au coup de cœur et au coup de gueule, les 4 des chroniqueurs. Et nous allons commencer par 2 sujets de saison. Le premier sujet, si vous avez des enfants en âge de passer le bac ou peut-être plus jeunes de passer le brevet, ce sont évidemment les résultats. Les résultats du bac, Hervé Boggio, qui font votre fierté, non pas à titre personnel, je ne sais pas d'ailleurs si vos enfants l'ont passé, mais en tous les cas... C'est pas encore. L'une c'est passé, pour l'autre, ça va venir. Mais vous êtes fiers des résultats des Lorrains? Oui, absolument, oui. Alors, je n'ai pas du tout idée de rentrer ici dans la polémique, baccalauréat, etc. Qu'est-ce que c'était mieux avant Moi, ce que j'observe, c'est que depuis un certain nombre d'années, les résultats académiques, et singulièrement les résultats mosellans, sont assez nettement au-dessus de la moyenne nationale, ce qui, voilà, à mon sens, dit un petit peu quelque chose de notre tissu scolaire. Et je crois qu'il y a vraiment de quoi en être fier. Là, on est sur le baccalauréat, dans les séries générales, on est à l'issue des épreuves du premier groupe, donc ça va encore monter à 92,1%. Et globalement, sur l'académie, on est à peu près un point au-dessus de la moyenne nationale. Donc voilà. Et ça fait quelques années que ça dure. C'est de surcroît un paradoxe, puisqu'on est une région qui, par contre, une région et un département qui, par contre, a un taux de poursuite post-bac qui lui, est légèrement inférieur à la moyenne nationale. Donc voilà, il y a une petite équation à résoudre là, qui devra être pris en compte, qui a déjà commencé à être pris en compte. Mais en tout cas, pour ce qui est des résultats du bac, on est plutôt sur quelque chose de très positif. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit un bon enseignement, de bons établissements, des élèves studieux, François? Un enseignant dynamique en Lorraine, ouais, moi c'est ça, je salue. On fait régulièrement des reportages sur des initiatives à droite, à gauche, et ça traduit ces résultats, le dynamisme, les initiatives qui sont prises au niveau du rectorat et localement également. Donc saluons les enseignants en général, saluons le fait aussi de supporter nos enfants sur toute une année scolaire. Et j'en profite pour leur souhaiter bonnes vacances et bon repos. Oui, vous avez raison. Et on a vu, malgré le fait que le bac maintenant soit un peu différent de notre époque, Claude, avec le contrôle continu qui joue beaucoup, on a vu quand même des scènes de liesse. Donc il y a toujours le jour de l'annonce, de l'affichage des résultats, ces moments un peu de tension où on se dit je l'ai ou je ne l'ai pas. Alors visiblement, maintenant c'est plutôt est-ce que j'ai une mention ou est-ce que je n'ai pas de mention, parce que visiblement les jeunes ne savent déjà plus ou moins s'ils ont leur bac avec le contrôle continu. Changement de sujet, c'est un sujet de saison, je le disais aussi Claude, puisqu'il y a le bac qui arrive fin juin, il y a aussi début juillet, fin juin, le Tour de France qui arrive aussi, et bon, votre coup de cœur est lié à la Grande Boucle. Oui, il est lié à la Grande Boucle, et en particulier aux motards et aux caméramans moto qui nous font vivre la course dans des conditions absolument exceptionnelles. Enfin, je veux dire, voilà. Et pourquoi un grand coup de chapeau? Parce que ces gens-là prennent des risques incroyables. Je regardais hier une des descentes d'un des 2 cols pyrénéens, et j'entendais les cale-pieds du caméraman frotter sur le macadam. Et on était à 101, 102 km/h. Donc, autant vous dire que ces gens-là font un travail absolument remarquable. En plus, ils sont debout, ils se retournent, ils se baissent, etc. C'est vraiment des acrobates. Et je trouve que ces gens-là ne sont pas mis assez en valeur. Il n'y a jamais un sujet, par exemple, sur la télévision, on pourrait très bien faire un sujet sur ces équipages, France Télévisions. On pourrait aussi peut-être les mettre au générique. Ils ne sont même pas au générique. Alors que c'est eux, en grande partie, qui font le Tour de France. Et donc, je voulais donner un grand coup de chapeau à la fois à leur courage et à leur talent. Voilà, c'était le coup de cœur donc, de Claude Bellet pour
les caméramans sur les motos du Tour de France. C'est vrai qu'on est, grâce à ces caméras, au plus près de l'action et parfois c'est assez épatant ce qu'on peut vivre en images, même avec le son aussi. Cédric, auto-promo, auto-satisfaction, mais pas que. Vous en profitez pour parler du DAB, c'est ça, qui est arrivé. C'est une nouvelle norme. Expliquez-nous. Alors c'est une révolution discrète qui arrive et qui concerne toutes les radios, parce que c'est tout autant valable pour nos confrères de France Bleu, Direct FM, L'Or FM, et pardon pour ceux que j'oublie. C'est en fait la nouvelle norme radiophonique qui arrive en France. Alors on peut le dire un peu après tout le monde. La France est clairement à la traîne sur ce volet-là. C'est une norme mondiale qui a amené un jour à remplacer la FM. Alors on n'a pas de date aujourd'hui, et rassurez-vous, si vous avez un vieil autoradio, il fonctionnera encore de longues années. Mais depuis le 29 juin dernier, les radios locales, notamment régionales, en tout cas en Lorraine, diffusent avec cette norme DAB. Alors, qu'est-ce que ça change ? C'est une diffusion numérique. Donc derrière, c'est surtout une meilleure qualité. On va dire que c'est une qualité audio au goût du jour. C'est aussi une diffusion plus large. Alors pour nous, par exemple, radio qui seront la RCF, la seule radio associative à diffuser régionalement, ça veut dire que des auditeurs de Sarreguemines vont de nouveau pouvoir nous entendre, alors qu'aujourd'hui c'était compliqué. On va couvrir également les Vosges. Enfin, c'est une diffusion plus large vers plus d'auditeurs. Et puis accessoirement, ou pas. C'est aussi une diffusion plus écologique parce qu'elle consomme moins d'énergie, et par les temps qui courent, c'est pas désagréable de le savoir. Donc c'est comme on dit la radio de demain qui s'enclenche, et en tout cas on peut espérer que ça prenne et que ça trouve un public nouveau pour la radio qui en a besoin aussi, parce que la radio a besoin de diversité. Là où aujourd'hui on avait une douzaine de stations, ou peut-être un peu plus, demain vous allez peut-être pouvoir entendre 30-40 radios différentes, et je pense que c'est important pour la richesse du média. C'est un peu la TNT de la télévision. Ouais. C'est la RNT, le DAB+, on l'appelle aussi RNT. C'est la même révolution. C'est ça. Avec les différences, qui est qu'il n'y a pas de date butoir. La TNT, un jour, la télé classique a basculé. Là, on a un scénario un peu comme à l'époque des grandes ondes. En fait, les opérateurs vont doucement migrer. Claude, vous souhaitiez intervenir ? Un des avantages de cette DAB dont on parle depuis longtemps, quand j'étais à la radio il y a déjà très très longtemps. Il y a longtemps. On en parlait déjà. Non, je crois que le principal atout, la principale nouveauté, c'est que ça résout en partie le problème des émetteurs et des réémetteurs. Oui. Vous savez que pour distribuer une fréquence, qu'elle soit grandes ondes comme je le sais très bien, ou modulation de fréquence, il faut des émetteurs et des réémetteurs, et il faut des autorisations. Et là, tout c'est souvent un parcours extrêmement compliqué, et cette nouvelle technologie, effectivement, devrait permettre d'accroître, je pense, le nombre de diffuseurs plus facilement. Ce qu'on n'a pas précisé, et je sais que je termine là la séquence auto-promo, c'est que pour les auditeurs, parce que c'est quand même l'essentiel, il faudra des nouveaux autoradios, il faudra des nouvelles radios avec le petit logo DAB+, et c'est ça qu'il faut identifier. La plupart des voitures en fait récentes sont déjà compatibles, mais il faut quand même être vigilant. Très bien, merci. François Pelleret, un coup de cœur lié à des événements moins joyeux. Oui, mais on peut trouver un motif de se réjouir au milieu de ces violences urbaines. Coup de chapeau, coup de cœur à une association basée à Yutz, l'association Saint-Martin-Moselle. Le McDo d'Yutz a brûlé, comme celui de Wappy. Il y avait beaucoup de jeunes qui comptaient sur un job d'été pour se faire de l'argent, pour se financer un permis de conduire, des études, des vacances ou s'acheter une voiture. Ils se retrouvent sur le carreau, et elle a tout de suite réagi, cette association Solidarité Saint-Martin-Moselle, pour mettre en relation ces jeunes qui étaient sur le carreau avec des entreprises qui cherchent également, ça peut aller jusqu'au Luxembourg, des intérimaires pour cet été. Donc bravo pour la réactivité, et bravo d'avoir pensé à eux, qui sont un petit peu des victimes collatérales. Merci, c'était votre coup de cœur. Nous n'allons pas faire plus longtemps sur le sujet, puisque c'est le premier thème du Club de la Presse. Une semaine après les émeutes qui ont occasionné de nombreux dégâts un peu partout en France, la situation semble-t-il est revenue à la normale. C'est du moins ce que disent les plus hauts au sommet de l'État, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Désormais, évidemment, la tâche est considérable. On parle de reconstruction, surtout des biens endommagés, comme la médiathèque de Metz-Borny, la mairie de Famec, les restos McDo de Metz, Wappy et de Yutz. Et puis, il faut surtout restaurer le dialogue avec les très jeunes casseurs. Commençons déjà par vos impressions, sans mauvais jeu de mots, à froid, après quelques jours de calme, Hervé Beaujour, sur ce qui s'est passé
Alors, je crois que comme tout le monde, j'ai été surpris par l'extrême violence de ce qui s'est passé et par l'ampleur des dégâts. La plupart de nos confrères et consoeurs ont comparé avec ce qui s'était passé en 2005, qui était alors, sans doute dans l'élément déclencheur effectivement comparable, mais j'ai le sentiment quand même que, alors heureusement ça a été, en tout cas pour le moment, touchant du bois, plus bref, mais ça a été la soudaineté s'est accompagnée d'une violence qui a été assez considérable. Donc sidération et aussi interrogation sur l'âge des casseurs, des émeutiers. Oui, moi c'est ce qui me frappe le plus. Effectivement, les phénomènes sont semblables. 2005, c'était la mort de deux jeunes gens poursuivis par la police. C'est quand même un cas différent. Là, on est dans un cas où un policier a tiré sur un jeune. Bon, passons là-dessus. Passons, c'est important de le rappeler. Moi, ce qui me surprend, c'est l'âge. On est, d'après les services officiels du ministère de l'Intérieur, l'âge commence à 11-12 ans jusqu'à 20-21. Vous vous rendez compte? 11-12 ans. Alors il faut savoir que, en termes judiciaires, il y a des seuils. Il y a le seuil de 15 ans et puis il y a le seuil de 13 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ces gamins-là de 11, 12, qui n'ont pas encore 13 ans, qui n'entrent dans aucune case pour les sanctionner ou pour les... Oui, c'est un problème terrible et qu'il faudra prendre en compte. Je pense qu'il va falloir se pencher sur cette question en termes de décision juridique. On ne peut pas, alors après ça pose des questions énormes, qui paye, qui est responsable de qui, etc. Les parents, on entre dans un phénomène nouveau. Mais ce rajeunissement de la contestation violente est effectivement extrêmement importante et extrêmement ennuyeuse, quoi. Enfin, voilà. Alors rappelons que ces événements, vous le savez, sont dus à la mort de ce jeune adolescent Naël à Nanterre. Mais est-ce qu'on peut parler à 11, 12, 13 ans, peut-être même 14, de mouvements revendicatifs? Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y avait une revendication derrière? Et si oui, laquelle, François? J'avais pas pensé au mot revendication. En revanche, de la colère, de la révolte, ça, je pense qu'à 11, 12, 13, 14 ans, on peut le ressentir face à ce qui est arrivé à Naël. Ce qui me fait peur, moi, pour la suite de cet épisode, c'est j'ai l'impression que le fossé entre les Français, c'est très vite creusé, très vite accéléré suite à ces épisodes de violence urbaine. Il y a deux camps, très clairement, entre ceux qui pleurent Naël et ceux qui sont partisans de la cause du policier. Et ça s'est matérialisé par les cagnottes en ligne. Oui. Et j'ai vraiment vu ces deux camps se radicaliser presque, avec quand même une cagnotte pour le policier qui a atteint 1 600 000 euros, 400 000 euros pour la famille de Naël. Et j'ai peur que ces deux France-là se soient un peu plus éloignées. Alors c'est ce que je disais dans le propos introductif. Aujourd'hui, au-delà des réparations matérielles, il va falloir restaurer le dialogue. Cédric, c'est ce qui est sans doute peut-être même le plus important, prioritaire. Oui, moi je peux témoigner en tout cas parce que notamment je parle de la médiathèque de Borny. Dans une autre vie, il se trouve que j'y ai travaillé dans le cadre d'une activité associative pendant quelques années et on voit que c'est des lieux, notamment celle-ci, qui avaient une place particulière dans le paysage. Et donc, moi j'ai d'abord pensé à toutes les personnes qui étaient accueillies dans ces lieux. On peut penser aux mairies, différemment au McDo, même s'ils ont leur rôle social aussi. La médiathèque de Borny, elle avait un rôle structurant pour le quartier, où notamment des jeunes hommes, des jeunes filles venaient réviser leur bac, on en parlait tout à l'heure, et donc il va y avoir un énorme trou. Et donc la question, c'est aussi comment est-ce qu'on accompagne les 95 ou un peu plus de pourcentage de ces quartiers qui, quelque part, se sont reconnus, se sont révoltés contre la mort de Naël, et j'espère que c'est le cas de nous tous, mais qui n'ont pas, pour autant, qui ne sont pas passés à l'acte. Moi, j'avais connu les émeutes de 2005 à l'époque, et on voit que notamment entre 2005 et aujourd'hui, ce qui est apparu, c'est les réseaux sociaux, c'est les éléments de structuration qui font que très rapidement, tous ces jeunes, ils se sont organisés, ils se sont d'abord reconnus autour d'une identité, d'une contre-culture commune, et puis ils se sont organisés de manière très... La violence, elle s'est structurée sur les Snapchat et autres. Des consignes ont été données,
Moi, j'en parlais avec des anciens collègues acteurs sociaux de Borny. On m'a dit si la médiathèque n'avait pas brûlé, peut-être que ça aurait été sans doute une violence reportée sur les collèges ou sur d'autres établissements. Donc là, on était vraiment sur un trop-plein. Et ce qui interroge, c'est comment est-ce qu'on peut mettre le pied pour casser cette dynamique d'organisation qui dépasse très largement le cadre strict des quartiers, parce que c'est d'ailleurs ce qui avait été exprimé. Là, on est sur la grande région en termes de déplacement. Je crois que c'était le maire de Metz, au moment du rassemblement, évoquait 200 personnes mobilisées pour casser à Borny. Donc là, on est quand même sur. Alors moi, je n'ai pas répondu à votre question, oui. mais je continue à alimenter un peu la prise de conscience. Et clairement, je pense qu'il faut surtout ne pas arrêter de regarder vers ces quartiers qui ne sont pas des quartiers figés, qui continuent de manière dynamique à sauver certaines personnes par la dynamique d'accompagnement, de politique de la ville, et à faire en sorte que des gens, des familles s'en sortent et bien souvent quittent le quartier pour aller dans des zones bien tranquilles, et puis derrière accueillent de nouvelles personnes qui sont dans un moment de leur vie de cheminement où ils ont peut-être un besoin, et ils ont peut-être, faut le dire, sur un parcours un peu accidenté. Et donc ce qu'on remarque, c'est que les quartiers, ils accueillent. Est-ce qu'on ressent déjà tout ça à 11-12 ans, pardon, mais oui. À 11-12 ans, on joue on joue à la console. Moi, je voudrais. Mais à 11-12 ans, on est sur les réseaux sociaux aussi. On va revenir sur la coupure de la nation dénoncée par François. Je ne crois pas que ce soit une coupure. Ces prises de position radicales sont celles de minorités. On est pour la police ou on est pour ce malheureux jeune homme. Je crois que l'opinion publique dans son ensemble est beaucoup plus partagée. Tout le monde, naturellement, est choqué et regrette le geste du policier, sans pour autant considérer à l'inverse que tous les policiers sont des meurtriers ou que la police tue, comme le répètent certains. Donc je pense que oui, il y a une coupure, mais elle est le fait de minorités qui sont déjà quasiment irréconciliables. J'ajoute deux choses. Je trouve que le phénomène des cassettes, enfin comment on appelle ça, ce qu'on ouvre là, des cagnottes. Je trouve que ça, c'est complètement contre-productif et qu'il faudrait arrêter ces procédures. Il y a sans doute d'autres moyens, par l'intermédiaire des collectivités, de l'État, des associations, de venir en aide à ceux qui en ont besoin financièrement. Donc là, je pense qu'il faut vraiment se méfier parce que ça exacerbe naturellement quand on voit que la cagnotte du policier est à plus d'1 500 000 €. Enfin, franchement, c'est révoltant. Et il y a un deuxième phénomène aussi sur lequel j'émets des doutes. Ce sont ces fameuses marches blanches. Chaque fois, aujourd'hui, maintenant, qu'il y a malheureusement un incident, une mort, un décès tragique, quelque chose qui... tout de suite, on appelle à la marche blanche. Et pas seulement les parents, c'est souvent l'entourage, les associations, etc. Et ce qui se passe, c'est que ces marches blanches sont souvent l'occasion de remettre un petit peu d'huile sur le feu, et pas toujours, mais enfin de provoquer d'autres incidents. Donc je pense qu'il faudrait, sur ces deux points particuliers, je pense que les cagnottes, il faut les interdire, il faut trouver des moyens légaux de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Quant aux marches blanches, je pense que là aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Sur la question des 11 ans, le parti pris du législateur jusqu'aujourd'hui, c'est qu'à 11 ans, on est une victime. Même si on est acteur de faits graves, on est d'abord une victime d'un contexte. Et je pense que c'est quelque part un acquis aussi de notre droit. Et moi, je pense qu'il faut être prudent sur le fait de stigmatiser ces gamins-là, qui sont derrière aussi les instruments de filière qui sont de l'ordre de l'économie souterraine, et pour rester pudique. Parce que on n'est pas on n'est pas un délinquant meneur à 11 ans. On est instrumentalisé, on est un suiveur. On est souvent, sans doute, en l'occurrence, un peu paumé, mais on est instrumentalisé par des personnes qui organisent, eux, des faits qui sont de l'ordre de la délinquance. La bonne nouvelle, quand même, pour ceux qui sont à Borny, c'est la reconstruction, finalement, de la médiathèque, Hervé. Ça n'était pas le cas sous le coup de l'émotion. François Grosdidier avait dit, je ne sais pas si on y arrivera. François Grosdidier était très, très inquiet à chaud, notamment pour une question de clause d'exclusion assurantielle en cas d'émeute. En fait, voilà, les choses vont être possibles. Mais au-delà des aspects matériels qui sont évidemment importants, je pense qu'en termes de politique de la ville, c'est une expression qui est beaucoup employée. Il y a l'urbain et l'humain. Et peut-être, notamment à travers les dispositifs en rue, etc., on a injecté beaucoup d'argent, encore qu'on pourrait discuter sur les aspects matériels, le cadre de vie, etc., qui est très important.
personne ne le nie. Peut-être un peu moins sur l'humain, qui, à mon sens, doit être une préoccupation pour résoudre les soucis qui ont été évoqués précédemment. Voici le dessin de l'Indingre suite à ces émeutes, une image titrée « Le calme est revenu, on va avoir la paix », dit une rousse à gauche de l'image. 8 jusqu'au 14 juillet, répondent deux compères. Espérons que l'Indingre se trompe, mais en tous les cas, évidemment, les préfectures de France surveillent ça de très près. Allez, le deuxième sujet un peu plus léger. Il va falloir faire très très vite, mais c'est pour vous entendre sur un sujet qui passionne tout le monde. J'en profite puisque le Graouli Mag, l'émission qui traite de l'information liée au FCMS, est en vacances. Donc je prends la place d'Arnaud Demerlet avec malice et pour évoquer avec vous donc la reprise du FCMS. Ça a repris de petite manière, puisque ce sont les tests médicaux, ça reprend vraiment à partir de lundi, l'ambiance foot, et surtout ce dont il faut être fier, c'est les 16 000 abonnés du jamais vu. François Pellerin, je me tourne vers vous parce que je sais que vous avez une affection particulière pour le FCMS et que vous aimeriez venir régulièrement dans le Graouli Mag. Avec grand plaisir, occupons leur terrain. Donc. Oui, j'ai appris que c'était un record, plus de 16 000 abonnés. Je pensais que dans les années 98-99, on avait pu atteindre ces niveaux-là, mais non. Après, on a un stade beaucoup plus grand, davantage dimensionné, qui est taillé pour la Ligue 1, donc bienvenue en Ligue 1, restons en Ligue 1, parce qu'avec un équipement pareil, on peut pas... C'est toute la difficulté, Claude, hein, c'est ça. Oui. Je ne souhaite pas, je vais dire, mais je crains que les mêmes causes, à terme, reproduisent les mêmes effets, et que quand je vois le début du recrutement qui est en train de s'opérer au FCMS... Simon Elisor. Oui, enfin bon, d'accord, je suis quand même assez circonspect, et je suis un peu inquiet pour ne pas vous le cacher. J'espère que, d'ici la fin du mercato, on aura trouvé peut-être les 2 ou 3 éléments phares qui contribueront à structurer une équipe qui est, je l'espère, a une vocation à rester en Ligue 1. Voilà, on a quelques images fournies par le FCMS de Simon Elisor, donc, qui est un Périgourdin. Il a 23 ans et en fait il était à Serein, a été prêté à Laval où il a fait une belle partie de saison puisque je crois qu'il a marqué 8 buts en une vingtaine de participations. Donc voilà, Simon Elisor, c'est la première recrue. D'autres vont venir, on l'espère, Hervé. Il faut le souhaiter. Alors, Simon Elisor, on ne va pas lui faire un procès avant qu'il soit arrivé. Hein. C'est apparemment, manifestement, un technicien remarquable. On espère qu'il va être à la hauteur d'un niveau qu'il ne connaît pas. Ça, c'est une chose certaine, parce qu'effectivement, le chantier, on ne va pas se voiler la face, hein, il va être très compliqué. La Ligue 1 à 18, les places de maintien vont être très très chères. Et donc, on croise les doigts, effectivement, pour qu'il y ait un effectif qui soit à même de tenir la route. Mais je ne sens plus cet engouement populaire qu'il y avait pour le dernier match Metz-Bastia, où il y a eu une sorte de concorde, d'amour même exprimé par tout un peuple grenat. Problème. Mais c'est parce que dans l'histoire des clubs qui structurent, c'est un peu ça aussi. L'histoire du FCMS, c'est qu'on sent un club qui mûrit, qui grandit, en tout cas qui ne régresse pas, et on ne pointe personne du doigt. Mais en tout cas, c'est moche que vous faites. C'est moche que vous faites. En tout cas, c'est aussi, on sent un club qui se structure. Il faut le stade, il faut le public. Et ça, pour l'instant, on l'a. Oui. Ce qu'on ne sent pas vraiment émerger ces dernières années, c'est une vraie identité de jeu. Quand on regarde des modèles qui peuvent nous faire rêver, alors cette année, c'était Lens, hein, qui est quand même différent, mais qui n'est pas complètement inatteignable comme modèle. C'est une identité de jeu, une identité qui se crée aussi à travers des choix de joueurs. Et là, je pense que Pierre Tréaussy est un peu attendu au tournant cette année pour montrer sa capacité à bien les choisir et à créer cet engouement que vous appelez de vos voeux. Voilà, on voit les images de cette dernière journée Metz-Bastia avec le film du match réalisé par les équipes de Moselle TV et Jonathan Vaucher notamment. On a eu un peu peur, mais voilà, c'est fait. En tous les cas, Metz est bien en Ligue 1 et on espère que ce sera pour longtemps. Voici le dessin de l'Indingre sur le sujet. Tests médicaux au FCMS. Espérons qu'il ne rate pas le futur Platini. Les plus
anciens se souviendront du fameux spiromètre qui était bouché. Le pauvre Michel, eh bien, était obligé de signer à Nancy. Oups, je l'ai dit, pardon. La citation du jour en lien avec les congés. Existe-t-il vacances plus profondes que prendre congé de soi-même? Ça aurait pu être un sujet du bac philo. C'est une romancière belge qui écrit en langue française. Amélie Nothomb. Bonne réponse collégiale, Amélie Nothomb. Existe-t-il vacances plus profondes que de prendre congé de soi-même? C'est quoi? C'est s'endormir prendre... Vous lui poserez la question. En tous les cas, merci messieurs d'avoir participé à ce Club de la Presse. C'était le dernier de la saison déjà. On se quitte et on se retrouve évidemment la saison prochaine et on se quitte avec élégance, façon 80. Vacances, rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super folie légère. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super. C'était votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine.